Quoi quand elle est en ligne. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer prochainement. On va attendre quelques petites minutes pour que tout le monde se connecte. Et sinon, on est au complet. Ok, donc bonjour encore une fois à toutes et à tous. On est très heureux de commencer ce premier webinaire d'un cycle de webinaires qu'on va organiser cette année-là. Donc le but de cette collaboration entre le plan Osélia et la mission French Tech, c'est de faire connaître les solutions de la mission French Tech auprès des ambassadoriats. Mais pour commencer, un petit rappel sur le plan Osélia. Donc le plan Osélia vient d'un constat simple. En France, on a de la chance d'avoir un écosystème tech extrêmement riche, parmi les meilleurs dans le monde. Et pourtant, ce qu'on voit, c'est que les chiffres de l'adoption de l'IA dans les entreprises françaises sont vraiment en retard par rapport à la moyenne européenne, alors qu'on a tous les moyens pour viser les chiffres parmi les meilleurs adopteurs dans l'Union européenne. Et ce qu'on se dit, c'est qu'il faut des actions claires. Et donc, le 1er juillet 2025, l'ancienne ministre du numérique et de l'intelligence artificielle, Clara Chapaz, a annoncé le plan Osélia avec les objectifs ambitieux. Donc, d'ici 2030, avoir 50% de TPE qui utilisent l'IA, 80% des PME ETI et 100% des grands groupes. Ce plan Osélia se repose sur 3 piliers, sensibiliser, former, accompagner. Et donc, les ambassadoriats dont vous faites partie, c'est bien le pilier central qui est sensibilisé de ce plan. Vous êtes donc la porte d'entrée pour les primo adopteurs, les entreprises qui se posent les questions dans vos secteurs ou dans vos régions de ce qu'il y a peut leur apporter. Et justement, dans cette logique-là, ça nous a été déjà remonté à partir du mois de décembre pendant les ateliers nationaux qu'on a menés, le besoin de mieux connaître l'offre souverain. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on lance le cycle de webinaire Ambassadoriat Mission French Tech. Le format est suivant. Donc, on a 2 solutions de la MFT qui vont être présentées aujourd'hui. C'est Payfit et Delos. Le format, c'est 10-15 minutes de la présentation plus démo. Et ensuite, il y aura 10 minutes de réponse aux questions. Et on vous encourage vivement de poser vos questions puisque c'est le moment privilégié d'échange, de mieux connaître les acteurs français, qu'ensuite vous allez pouvoir également faire propager cette connaissance auprès des entreprises primo-adopteurs, TPE, PME, TI et même les grands groupes. Donc, avant de commencer, je passe la parole à Clara pour présenter la mission French Tech. Merci Olésia, bonjour à tous. Je vais partager là une présentation rapide. Très rapidement, pour laisser le plus de temps possible à Payfit et Delos pour présenter leurs solutions. Mais du coup, pour rappeler un peu aussi ce qu'est la mission French Tech, pour que vous ayez bien
tous en tête ce que c'est que la French Tech. La French Tech, ça représente les 18 000 startups françaises, donc l'ensemble de cet écosystème. Et la mission French Tech, c'est une équipe au sein du ministère de l'économie, Direction générale des entreprises également, qui anime tout cet écosystème avec 3 grandes missions. Promouvoir la marque French Tech, que vous connaissez très bien, j'imagine. Créer une communauté avec tout un réseau de capital et communautés en France et à l'international. Et soutenir la startup avec différents programmes. Donc, le programme Je choisis la French Tech que vous connaissez peut-être, le programme French Tech Tremplin pour tous les sujets de diversité, inclusion et du coup, aide à l'entrepreneuriat. Et puis les programmes French Tech Next 40-120 et French Tech 2030 sur lesquels je vais revenir aussi un petit peu. Peut-être d'abord sur le réseau des capitales et communautés French Tech en France et à l'international. Vous connaissez peut-être des capitales et communautés en France. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un grand nombre d'ambassadeurs qui sont en lien ou directement des capitales French Tech, donc présentes dans l'ensemble des régions de France et qui accompagnent l'écosystème d'innovation localement avec des liens avec les startups dans les territoires. On a aussi tout un réseau à l'international, présent dans 52 pays avec 66 communautés qui aident à promouvoir l'écosystème French Tech et aider les startups françaises à s'internationaliser en lien avec les postes diplomatiques français à l'étranger et tout le tissu économique français à l'étranger. Je passerai rapidement, mais n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, je pourrais y répondre après par écrit. Notre soutien à start-up, il passe par 2 programmes d'accompagnement qu'on a en propre et qui permettent d'accompagner au total 200 entreprises chaque année. C'est des programmes annuels. Et un programme plus de fonds, enfin une initiative qui est l'initiative Je choisis la French Tech, qui vise à renforcer l'utilisation des technologies des startups françaises par le secteur privé et le secteur public. Et là, c'est vraiment l'ensemble de la French Tech, donc l'ensemble des startups françaises, pas seulement les 200 qu'on accompagne, via le programme French Tech Next 40-120, donc qui accompagne 120 scale-up françaises les plus performantes économiquement et qui sont en passe de devenir des leaders technologiques mondiales, dont Payfit fait partie, donc Sylvain qui nous présentera la solution en tant qu'entreprise du Next 40, et le French Tech 2030 qui complète cette promotion de 120 acteurs avec 80 acteurs un peu plus émergents mais qui développent des technologies stratégiques pour notre souveraineté numérique et notamment du coup avec de nombreuses solutions IA. Et Delos fait partie de ce programme. Voilà, j'ai mis les grilles parce que vous aurez accès aux présentations après le webinaire. Donc, la grille de l'ensemble des lauréats, ce qui peut être intéressant pour vous de connaître les différents acteurs soutenus par la mission French Tech. Voilà, je ne suis pas plus longue pour laisser du coup la place aux startups. Et du coup, Sylvain, je te passe la parole. Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est honoré de participer à cette première présentation et moment de partage. Je vais vous présenter très rapidement, vous voyez tous normalement mon écran. Je vais vous présenter très rapidement Payfit et je vais faire une petite démo. Pour ceux qui ne connaissent pas Payfit, donc on fait partie du Next 40, mais surtout on est là pour simplifier la gestion de la paye et des RH, et notamment pour les TPE et les PME. Nous sommes présents dans 3 pays, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni. Et on a un peu plus de 20 000 entreprises clientes. Et donc, on gère et génère plus de 250 000 bulletins de paye chaque mois. Donc, on a vraiment, ce qui est intéressant, la bonne nouvelle, c'est que je suis convaincu que les objectifs, notamment de l'adoption par les TPE à 2030 à 50%, on peut les battre, entre guillemets, rapidement. On essaie d'y contribuer à notre échelle. Il faut savoir que dans ces 20 000 entreprises clientes, on accompagne beaucoup d'entreprises qui sont de 0 à 25 ou de 25 à 100 salariés. Ce qu'on a fait, c'est que, et je vais vous faire très rapide, parce qu'en fait, le montrer, c'est beaucoup plus puissant. On a lancé dès juillet 2024 notre assistant qui est basé sur l'IA générative, Payfit Copilot, dans les 3 pays. Et on a plus de 750 000 conversations de nos clients avec Payfit Copilot. C'est un taux d'adoption qui est de 95%. Et donc, vous voyez que même s'il y a c'est pas encore 100%, je pourrais en parler, mais l'usage est extrêmement important sur tous les marchés et sur tous les segments. Il y a évidemment quelques petites différences notamment selon les secteurs. Et avant de vous montrer ça, parce que je pense que c'est important de parler toujours du cheminement, nous-mêmes, nous sommes une entreprise qui a adopté l'IA, et donc il y a un chemin d'apprentissage, de
de partage et vraiment beaucoup d'initiatives aussi sur lesquelles je pourrais parler. J'ai choisi uniquement l'IA dans le produit. On lance ça en juillet 2024. On fait d'abord un test avec 50 experts en interne qui sont des experts de la paye. Et ensuite, on lance Copilote aux clients en juillet 2024 avec ce qu'on appelle une base de connaissances qui est générique, qui est la même pour toutes les entreprises. Okay, sachant que la réglementation, vous le savez, la paye, les ressources humaines sont des sujets complexes et souvent anxiogènes pour les entreprises. Donc, on a un devoir de qualité évidemment important. Et ce qu'on a fait depuis, c'est évidemment une progression, une personnalisation en lien avec la compréhension du contexte. On parle souvent de l'IA on parle souvent des LLM, des Large Language Models, mais on parle aussi de données, d'accès à des outils qui permettent de contextualiser et de développer évidemment la qualité. Et donc, c'est vraiment ce qu'on a fait. Je vais vous montrer ça. Et ensuite, on a évidemment, nos clients sont ce qu'on appelle des admins, donc les personnes qui gèrent la paye. Ça peut être le patron, le ou la DRH, le ou la directeur financière qui s'occupe de ça. Mais on a aussi évidemment les employés qui accèdent à leur feuille de salaire et qui ont aussi beaucoup de questions, qui les posent en interne. Alors pas toujours, parce qu'il y a des sujets évidemment de confidentialité. Et donc on est très fiers d'avoir lancé ça, une solution développée en interne. On est une boîte française et fiers de l'être, avec vraiment une logique d'apprentissage en interne et évidemment d'utilisation par nos clients qui sont des petites entreprises. Je voulais vous faire une démonstration. Vous voyez, j'espère tous mon écran. Je vais me connecter en tant qu'employé d'abord, et puis ensuite en tant que gestionnaire. Et puis n'hésitez pas à commencer à poser vos questions dans le chat, et ensuite j'y répondrai évidemment. Bon, plusieurs choses. Ce dont on aperçoit, c'est qu'au-delà de ce que je vais vous montrer, des réponses, etc., il y a évidemment cette logique de changement des pratiques de navigation. C'est-à-dire que vous avez une navigation traditionnelle par menu, etc. Et avec PayFit Copilot, et évidemment, on est tous devenus familiers avec ChatGPT, Anthropic, Mistral, etc. de cette navigation. Vous pouvez poser beaucoup de questions. Donc, je vais, par exemple, poser... je vais le faire en live et puis après, je vais vous montrer quelques historiques de conversation. Vous voyez qu'il a accès à de nombreux outils, les contrats, les bulletins de paye, tout ça d'une manière évidemment sécurisée. Il va faire une analyse et là, on essaie d'expliciter évidemment à l'employé ce qu'il se passe. Voilà. Et donc, on est capable de résumer des conversations, de résumer des informations importantes qui n'étaient peut-être pas nécessairement claires pour tout à chacun. Vous connaissez vos feuilles de paye et la complexité de ces sujets. Donc, je vais vous juste montrer, par exemple, d'expliquer les grandes lignes de calcul entre net et brut pour essayer de comprendre ces sujets-là. Vous pouvez avoir des sujets, OK, mais je pose plein de questions, mais comment gères-tu la confidentialité des données, etc. Donc, on a vraiment essayé de développer tous ces cas d'usage. Et évidemment, plus on a d'utilisation, plus on a une meilleure compréhension de la diversité et de la profondeur des sujets, et plus on essaie d'améliorer cette couverture pour offrir une compréhension, une réassurance à nos clients. Je vous montre très, très rapidement une interface pour les gestionnaires qui font la paye, et qui est évidemment un petit peu différente. Et si, on va dire, pareil, il y a toujours cette logique d'explication du contexte. Alors, vous voyez que c'est un compte de test, donc les titres ne sont pas nécessairement les plus représentatifs. Combien de congés reste-t-il à Buchan? Vous pouvez poser vraiment énormément de questions et on voit des usages évidemment très, très variés. Donc, c'est à la fois une rapidité
d'utilisation. C'est à la fois un changement de paradigme de navigation, et ça, je pense que c'est relativement important. Et c'est aussi, évidemment, vous pouvez toujours interagir, évidemment, avec notre service client. Donc, ce qui est important, c'est aussi l'intégration dans l'expérience utilisateur globale. On est là, évidemment, pour essayer que l'agent IA PayFit Copilot réponde au plus de questions possibles de la meilleure façon. Mais il y a évidemment des situations sur lesquelles il y a un partage, ce qu'on appelle un handover au service client, avec des agents ensuite qui bénéficient évidemment du contexte de ces conversations pour répondre avec évidemment plus de rapidité, plus de contexte à cette conversation un peu complète entre les interactions avec notre PayFit Copilot et nos agents du service support. Voilà, je voulais finir par cela. On est évidemment, ce qui est intéressant, je l'ai partagé, 95% de taux d'utilisation. On voit une petite différence, évidemment. Il y a une petite corrélation entre la taille de nos clients et le degré d'usage. Mais elle est à 90% déjà pour les entreprises de 0 à 10. On voit une petite corrélation, évidemment, avec le sectoriel. Évidemment, les entreprises, entre guillemets, dites syntech, tech, etc., sont quasiment à 100%. Des entreprises qui sont, par exemple, en hôtel, café, restaurant, sont plus proches de 90%. Mais ce qui est très, très intéressant, et c'est évidemment disponible aussi sur mobile de notre côté, on voit que ça devient une pratique. Il est clair que dans nos utilisateurs, alors c'est souvent maintenant une des 3 fonctionnalités que nos clients mettent en avant sur ce qu'ils préfèrent chez PayFit. On a un petit segment de gens qui ne l'utilisent pas. On a évidemment des gens qui savent très bien que c'est l'intelligence artificielle, et vous avez vu dans l'expérience utilisateur, si vous avez fait un peu attention aux détails, on accompagne toujours les clients en leur expliquant que c'est basé sur l'intelligence artificielle. Mais on a évidemment des gens qui l'utilisent depuis 1 an et demi et qui ont, entre guillemets, oublié que ça l'était. Voilà, je voulais juste vous partager ça, et je suis disponible pour répondre à vos questions. Elles peuvent être sur le cheminement, sur la technique, sur la solution, sur ce qu'on a appris, parce que c'est un des projets IA qu'on a réalisé. Il y a quelques questions déjà, Sylvain, dans le chat, notamment. Est-ce que PayFit s'interface avec d'autres outils de l'ERP via API, MCP ou autres? Ouais, on a 50 intégrations, donc via API ou fichier import-export, avec les grandes catégories qui sont, on va dire, la comptabilité, quelques ERP, des coffres-forts numériques, gestion de tickets restaurants. Donc, vous pouvez regarder ça sur notre site. Sur la partie, nous, on n'a pas encore donné accès à PayFit via notre MCP. Alors, évidemment, on croit énormément au protocole MCP. On l'utilise activement avec nos intégrations en interne, puisqu'on a une plateforme d'assistants. On utilise Dust, par ailleurs, une solution française. Et donc, on utilise des MCP, Salesforce, Jira, etc. Mais par rapport à nos clients et à notre cible client, qui sont des TPE, PME, ils ont accès à l'API PayFit, qui est une API publique, et à ces intégrations dont je viens de parler. Merci. On a une question aussi de Anthony Garnier, qui est dirigeant d'un organisme de formation qui propose des formations IA, notamment RH. Est-il possible d'avoir accès pour démo client, intégration dans boîte à outils? Oui, on peut en parler. C'est vrai qu'on a... donc c'est possible de créer un compte. Vous pouvez créer un compte d'ailleurs, et vous verrez que une des choses dont je n'ai pas parlé, c'est dans le cycle de vie d'un client, entre guillemets. Il y a des phases très, très différentes. Quand vous êtes en phase, entre guillemets, en tant que client de signature et d'onboarding, vous n'avez pas accès à tous les détails de l'app, et vous avez du coup des questions différentes. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, PayFit Copilot, que j'ai présenté comme relativement unique, c'est en fait une batterie d'assistants et d'agents IA qui est très différente et qui comprend, je vous ai montré le contexte de l'admin et de l'employé,
mais qui comprend aussi le cycle de vie. Et donc, en activation ou, on va dire, dans l'application, quand vous faites votre paye ou après, c'est pas exactement le même assistant avec les mêmes prompts et les mêmes bases de connaissances. Mais oui, on peut suivre ça pour donner accès et créer un compte. Super, on a des questions aussi sur les sujets d'hébergement et de souveraineté. Donc, Ouais. les données sont hébergées en France, mais sur quel cloud provider exactement? Ouais. Et la démarche logique de souveraineté a été intégrée dans le développement. Du coup, c'est une question de Youssouf qui mentionne que l'outil est super. De Christophe, ouais. Donc, la question de la souveraineté est évidemment importante et je vais répondre de manière très, très transparente. On utilise Amazon Web Services, mais sur l'instance européenne. On aimerait un jour, évidemment, pouvoir utiliser un cloud européen 100% souverain. Et la solution que je vous ai présentée a été développée en interne. Il y a des briques sur certains éléments qui sont, entre guillemets, non français. Par exemple, on utilise des modèles d'Anthropic, Claude Sonnet. Mais la très grande majorité de la solution est française. Les données sont hébergées en France. Et d'un point de vue sécurité, je l'ai montré très rapidement, mais il n'y a aucun contexte qui est gardé en mémoire avec les détails des calculs, évidemment, côté LLM. Super, je vois qu'il y a d'autres questions sur les sujets LLM, mais j'imagine que ça a Il est basé été répondu. c'est basé dans le cloud. Okay. Et il y a évidemment il y a plusieurs types de modèles pour ceux qui connaissent un petit peu la technique. Il y a évidemment toute une partie vectorisation recherche dans les bases de connaissances. Il y a une partie compréhension de vers quel outil, puisqu'en fait, il y a plusieurs. Vous l'avez vu un peu dans l'interface utilisateur, sur la partie je vais chercher les contrats, je vais chercher les collaborateurs. Il y a accès aussi au DSN, déclaration sociale nominative côté admin. Et donc, on a plusieurs types de large language models qui opèrent pour ces différents éléments. Et on a Adrien Grémillet qui demande quelle a été la durée de développement de l'outil. Ouais. Est-ce que ça a été codé from scratch ou basé sur des stacks existantes type Dust ou autre? Ouais. Donc, en fait, alors c'est vrai, j'ai fait un peu le raccourci de ne parler que de PayFit Copilot. Je pense que c'est important d'en parler rapidement. Souvent, quand on commence par les cas d'usage IA, on a deux types de catégories. Les cas à usage interne, si je simplifie, pour augmenter la productivité, l'efficacité, etc. Et deuxième grande catégorie, l'intégration, entre guillemets, dans le produit. Là, je vous ai présenté. On a commencé par l'intégration interne, le petit élément que je vous ai dit avec 50 experts du service client. Et donc, l'objectif, c'était fait avec Dust au départ, pour accompagner ces agents à répondre, entre guillemets, mieux et plus vite, et à évidemment rechercher l'information de manière différente. Et une fois qu'on a eu cette base-là, la création et le lancement de PayFit Copilot s'est fait en 4 mois. Évidemment, je partage le contexte parce qu'on n'aurait pas fait la partie avant, on l'aurait fait peut-être en un peu plus que 4 mois. Donc, c'était de mars à juillet 2024. On a lancé le 15 juillet 2024. Et ensuite, on a beaucoup itéré sur cette partie un peu outils, contextuels, compréhension de sujets comme qui est l'employé, quel est le contrat, quelle convention collective, adapter la réponse, etc. Et donc, c'est un peu dans ce détail et ce cheminement où on fait ça maintenant depuis, on va célébrer bientôt les 2 ans. Mais donc, maintenant, il n'y a plus de Dust, il n'y a pas de workflow N8N, c'est vraiment en interne. Par ailleurs, évidemment, nous utilisons ce type de plateforme en interne pour la première catégorie qui est l'efficacité opérationnelle, etc. On faisait partie des premiers utilisateurs de Dust en France et on est très content de la solution. Voilà. Merci Sylvain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a une question. Peut-être celle de Thierry sur les RH. Ouais. Juste pour clarifier. Alors peut-être je l'ai montré un peu rapidement, mais donc, parce que j'ai commencé par la partie employé. C'était peut-être avant la question, mais donc il y a vraiment la partie. On a commencé par la partie admin.
Et on voit, et donc les 750 000 conversations, elles sont côté admin, hein. J'ai même pas donné la stat côté employé, qu'on a lancé en janvier de cette année. On voit vraiment un peu cette segmentation. C'est hyper intéressant, utilisateur. C'est pour ça que j'ai parlé finalement d'émergence d'une nouvelle navigation, hein. Ces admins, en fait, ont l'habitude de notre interface. Ils savent, entre guillemets, en majorité, où chercher dans le menu, dans la barre de recherche, etc. Mais de plus en plus, ils interagissent en langage naturel. C'est la force de l'IA avec PayFit Copilot. Et donc, c'est vraiment, il y a une espèce de mixité de parcours client, et je pense que c'est de plus en plus le cas. Tout n'est pas dit, évidemment. C'est une technologie qui va très, très vite, y compris sur la partie adoption et interface utilisateur. Et donc, on pense que cette dualité d'expérience client et d'accès va continuer, mais on s'est habitué finalement à cette partie de chatbot. Nous, dans notre cas d'usage, il n'y a pas d'interaction, par exemple, voix, mais on sait que c'est aussi l'émergence de l'accessibilité voix. C'est uniquement peu présent dans notre cas d'usage avec les RH ou les directeurs financiers ou les entrepreneuses qui interagissent avec des données sensibles de paye. Et qu'est-ce qui fait que ce segment ne l'a pas encore adopté, les 10%? En fait, on a une partie, pour très, très transparent, je pense qu'on a 2 sous-segments à qualifier. Il y a une partie des gens qui n'ont pas de questions sur un mois donné et donc qui n'utilisent pas ce type d'outils. On pense que ça va se réduire parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on l'a mis à disposition, nous, une de nos métriques clés, c'est le taux de déflexion du nombre de tickets au service support. Et on est à des niveaux qui sont bien au-delà de 30%. Mais ce qu'on a vu émerger aussi, c'est de plus en plus de questions. Donc, on pense aussi que cet outil-là et cette accessibilité ont révélé des usages qui existaient par ailleurs, des gens qui cherchaient peut-être sur Google, sur leur chat GPT personnel, etc. Donc, on a un volume de questions bien plus important, ce qui est aussi une source de compréhension et de données. Et ensuite, on a aussi un petit segment où on a des gens qui sont plutôt réfractaires, soit à la technologie, soit au changement. Nous, c'est un faible pourcentage, mais c'est une catégorie qui existe. Et c'est une catégorie déjà qui existe au sens quand nous, on fait des évolutions du produit qui nous disent « mais vous faites trop de changements dans l'interface », etc. Donc, il y a vraiment l'importance de l'accompagnement, de la guidance dans le parcours utilisateur et de l'explication de pourquoi on améliore les choses et pourquoi on le fait à ce rythme-là. Donc, c'est vrai que pour un petit segment, la rapidité de changement est un sujet. Super intéressant. Alors, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Je vois qu'il y a une question notamment de Jean-Vincent Osbert. Est-il possible d'utiliser PayFit Copilot en laissant la production dans la paye? Non, enfin, vous comprenez bien, c'est une bonne question, mais peut-être on y réfléchira dans quelques mois, dans quelques trimestres, mais ça fait partie de notre, on va dire, notre cœur de métier, de notre interface et de notre proposition de valeur. Donc, c'est pleinement intégré dans PayFit. Et notamment la question de l'accessibilité des données, de la sécurité, etc. est un sujet. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas impossible, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Super, merci beaucoup. Moi, j'imagine que tu vois, Sylvain, Ah oui, aussi les questions dans sur la partie hallucination. Sur la partie hallucination, je dirais que, alors, on est dans un cas d'usage qui est évidemment, alors tout le monde dit ça, je pense, mais complexe et anxiogène. On ne vend pas, entre guillemets, des t-shirts où on pourrait avoir fait une erreur de livraison, etc., qui est relativement moins grave, je pense que vous en êtes d'accord, qu'une erreur sur la paye. Donc, on a eu évidemment, alors le degré, entre guillemets, d'hallucination est relativement faible et a beaucoup baissé. Mais surtout, ce qui est important, c'est d'analyser qu'est-ce qui n'est pas, on va dire, ce qui n'était pas correct dans les réponses. Et donc, ce qui est sur de multiples solutions, d'ailleurs, un des sujets les plus importants, c'est la qualité et l'observabilité. Et il faut savoir que quand, au départ, on avait des dizaines, des centaines, des milliers
de questions et de réponses, on était capable de les regarder et de les analyser, entre guillemets, quotidiennement et humainement. Quand on en a 750 000, il faut des outils. Et donc, les sujets d'observabilité sont devenus extrêmement importants. C'est un domaine qui se développe beaucoup dans l'intelligence artificielle. On utilise une solution européenne d'ailleurs sur ce sujet. Et c'est vraiment cette compréhension et où est-ce que le problème peut être. Est-ce que le problème est au niveau du LLM? Est-ce que le problème est au niveau de la vectorisation? Est-ce que le problème est au niveau de la base de connaissances? Est-ce que le problème est au niveau des outils auxquels l'agent IA a accès, etc. Et c'est là où le sujet est vraiment hyper important. Et on progresse et on progresse. Et c'est aussi pour ça qu'on a toujours dans notre vision un accompagnement humain important. Et la façon dont je l'explique, c'est ne pas oublier que PayFit Copilot est puissant parce qu'il y a eu de l'humain avant, toute la base de connaissances, la base d'expertise, la base de qualification, des réponses clés, etc., une batterie un peu de tests, et aussi parce qu'il y a l'humain après. Donc c'est vraiment essentiel d'avoir cette complémentarité-là. Super. Et peut-être une question aussi assez intéressante. Est-ce que tu as une idée, enfin une estimation du gain de temps grâce à l'utilisation PayFit chez vos clients RH? Oui, alors c'est relativement difficile de ce que j'appelle de dissocier les variables. Donc c'est pas uniquement en lien avec PayFit Copilot et l'IA, même si on a des retours qualitatifs importants. Je te donne à ça, je suis passé très rapidement pour une boîte entre guillemets, de 0 à 25, de signer un contrat avec PayFit et faire sa première paye, en moyenne, c'est environ 3 heures. Okay, ce qui est assez incroyable, connaissant la complexité de la paye française et le nombre de données. C'est plus de 70 points de données que vous voulez donner au niveau entreprise et employés. Donc, on a dans nos études, et certaines qu'on a fait en partenariat avec des foresters, etc., des chiffres qui sont de l'ordre de 70 à 80% de gain de temps. Ils ne sont pas spécifiques à l'IA et ça dépend évidemment en lien avec PayFit Copilot. Encore une fois, on a beaucoup de retours qualitatifs. On est dans des ordres de grandeur qui sont bien plus importants que 20-30%. C'est ça qui est important. Est-ce que c'est 30? Est-ce que c'est 50? Est-ce que c'est 70? Et est-ce que c'est est-ce qu'il y a beaucoup de variance selon le sujet et la question? Bien sûr. Donc, merci. Je vois qu'il continue à y avoir des questions. On ne pourra pas répondre à tout, mais peut-être que Sylvain, tu pourras répondre par écrit après, une fois qu'on lancera la présentation d'Elos. Peut-être une question d'Erwan sur quels ont été les plus gros challenges pour PayFit. Est-ce que c'est technologique, humain, commerciaux, capitaux? Et comment vous avez convaincu les entreprises d'adopter votre solution? Ouais. Alors, pas trop spécifique à PayFit Copilot. Mais comme je suis assez actif dans la partie IA et on fait beaucoup d'autres choses que ce que j'ai montré, je dirais que c'est 20 à 30% un sujet technologique et 70-80% un sujet humain, gestion du changement et compréhension de l'impact sur, entre guillemets, le futur du travail et la délinéation du travail, que ce soit au niveau tâche ou au niveau rôle. Parce que c'est ça qui fait en partie stresser les gens, mais aussi qui amène beaucoup de valeur dans l'entreprise. Donc c'est vraiment sur la partie PayFit Copilot, l'équivalent, c'est oui, il y a eu, je pense, un peu plus de partie technologique et la partie agentique, outils, etc. Mais il y a la partie expérience utilisateur qui est aussi essentielle. Je vous ai montré des petits détails, mais faut pas oublier que c'est un sujet d'adoption, d'usage, de compréhension. Et donc, on a eu une adoption très rapide, mais je pense en partie par l'attention qu'on a portée à l'expérience utilisateur. Ce n'est pas un sujet uniquement technologique, évidemment. Et on n'a aucun problème à gérer la transition des LLM, question de Thierry. On peut changer d'ailleurs de LLM. Le sujet important, c'est évidemment la consistance et la batterie de test, puisque c'est comme si on avait une partie on va dire, de l'infrastructure sous nos pieds qui changeait. Et c'est en lien avec ce que j'ai décrit sur la partie observabilité. Sur cette partie de changement LLM, ce n'est pas un énorme sujet.
et on n'en change pas non plus tous les jours. Super, merci beaucoup Sylvain. Je pense qu'on aurait tous adoré aussi écouter un peu plus longtemps, mais du coup, n'hésite pas à répondre aux questions directement par message. Et du coup, Annelise, je te Merci à laisse la tous. parole pour présenter Delos. Merci Sylvain. Super, merci Clara. Bonjour à tous. Moi, Annelise Etienne, je suis responsable du développement commercial de Delos et je suis ravie de pouvoir d'avoir l'occasion de vous présenter l'entreprise et la solution par la même occasion. Donc, avant de partager tout de suite mon écran et de vous montrer la plateforme, pour vous donner un petit peu de contexte, peut-être que certains nous connaissent déjà sur le webinaire. Donc, Delos, c'est une entreprise française qui a été créée il y a maintenant 2 ans et demi par deux frères, Pierre et Thibaut de la Grand-Rive. Et aujourd'hui, on est une cinquantaine. On est basé à Paris dans le 7e et on est une cinquantaine, une vingtaine sur la partie du développement commercial et 30 ingénieurs français, issus de top écoles françaises. Et en termes un peu de positionnement, nous, on est venu, on propose pour que vous puissiez nous positionner assez facilement, on va être une alternative souveraine à Copilot. On a d'abord un positionnement plutôt sur de la bureautique. Je vais tout de suite partager mon écran. Hop. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Je pense que c'est bon. Et donc aujourd'hui, voilà, Delos, c'est 100 000 utilisateurs parmi 350 à peu près ETI, PME. Et donc, on s'adresse vraiment à tout acteur de tout secteur, de la petite entreprise au grand compte. Et l'idée, c'était de pouvoir proposer une plateforme qui vient regrouper tous les usages au sein d'un seul et même outil. On le voit aujourd'hui, on est parti d'un constat qu'il y avait en fait une multitude d'outils sur le marché qui répondent souvent à une seule verticale. On va avoir un outil de synthèse de réunion, on va avoir un outil pour la traduction, on va avoir un outil pour le traitement documentaire, etc., etc. Finalement, pour les utilisateurs, c'est très compliqué de venir se familiariser à toutes ces interfaces. Et pour les décideurs également, c'est compliqué parce que c'est une poignée de licences qu'on attribue à une équipe et pas une autre. Donc, c'est compliqué de venir piloter une transformation lorsqu'il y a beaucoup d'outils. Et donc, c'est pour simplifier justement cet accès à l'IA générative qu'on est venu créer cette plateforme. Donc, dans une première démarche de venir centraliser tous ces usages. Donc, aujourd'hui, c'est une plateforme de 10 applications. On va avoir des applications comme Assistant qui va vraiment être l'équivalent du chatbot, de l'interface qu'on connaît le plus de l'IA générative aujourd'hui. C'est ce chatbot conversationnel, question-réponse. Sur Delos, ça va s'illustrer par Assistant. On va avoir Explore qui est plutôt pour de la recherche Internet avec une notion de deep search, pour ceux qui sont peut-être familiers avec ce terme, ou pour avoir un rapport très construit, très sourcé, avec une multitude de sources. On peut aller jusqu'à 80 sources pour construire un seul et même rapport. Docs, c'est pour le traitement documentaire. C'est souvent d'ailleurs par cette verticale-là, par cette application-là qu'on rentre dans les grandes entreprises, parce que aussi dans une démarche où on considère, c'est un peu une thèse que l'on porte, on considère que le chatbot n'est pas l'interface la plus adaptée pour tous les cas d'usage, notamment pour le traitement documentaire. On n'a pas envie de glisser-déposer des documents dans un chatbot pour lui poser des questions. On n'a pas de visuel sur le document. On a du mal à voir quels sont les résultats, d'où proviennent ces résultats, est-ce que ces résultats sont vraiment bien sourcés, est-ce que ça ne vient pas peut-être d'Internet ou de la connexion, de la connaissance du modèle. Ici, on est venu siloter cet usage-là avec une application dédiée, une interface dédiée en fait au cas d'usage du traitement documentaire. Vous avez un visuel sur le document, vous avez un système de sourcing à la phrase, au paragraphe près. Donc voilà pour le traitement documentaire, c'est avec Docs. Trad, c'est un module, comme son nom l'indique, de traduction. Ça va être une équivalence à DeepL. Bon, ce n'est pas du deep learning, comme le nom de DeepL l'indique, mais bien de la traduction basée sur de l'IA générative, donc bien meilleure dans la contextualisation. Ici, souvent, on travaille aussi également avec quelques maisons de luxe françaises sur la traduction, énormément d'enjeux sur la tonalité de la traduction, le tone of voice, comme on dit, pour des enjeux de marketing. On ne traduit pas des produits et de cosmétiques et du parfum de la même manière en fonction des maisons et en fonction des pays. Donc ici, c'est quelque chose qui est complètement paramétrable, également de pouvoir renseigner un glossaire, par exemple. Et on peut traduire des documents en gardant toute la mise en page, la nuance de gras, la nuance de couleur. Actu, c'est un outil de veille. Vous allez pouvoir renseigner une thématique, la thématique de votre choix, renseigner la langue, également la fréquence et indiquer ses sources. Donc, c'est vraiment une newsletter personnalisée que vous pouvez recevoir soit directement sur la plateforme, soit directement par email.
Scribe, encore une fois, dans cette démarche de ce n'est pas une interface, l'édition de texte n'est pas une interface, le chatbot n'est pas fait pour l'édition de texte. On a tous connu un petit peu cette approche de j'aime bien ce premier paragraphe, mais il faut changer la première phrase du deuxième paragraphe. Non, c'est pas fait pour. Ici, on est venu créer une interface dédiée à ce cas d'usage où on peut éditer son texte à même le texte. Il faut le voir un peu comme un mélange d'un Google Doc, d'un Word, tout ça basé avec de l'édition sur de l'IA générative. Slide, qui est un module qu'on a sorti il y a très peu de temps, il y a maintenant un petit mois, qui était très attendu par le marché. C'est de la génération de présentations basées sur la charte graphique de votre entreprise. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça va être une équivalence peut-être à Gamma, si des gens connaissent cet outil ici. C'est de la génération de présentation. Ce qu'on peut reprocher encore à ces outils, c'est manque de respect de l'identité visuelle de l'entreprise. C'est souvent encore assez générique. Ici, du coup, on est venu, on va pouvoir alimenter le système avec l'identité visuelle de l'entreprise, sa charte graphique, les slides masques pour pouvoir générer des présentations, du coup, alignées avec ces éléments. Mail et calendrier que j'aime bien présenter ensemble. On vient s'adosser, s'interconnecter avec votre boîte mail d'origine et vous allez pouvoir générer des emails basés sur tout l'historique et le contexte de vos échanges. Et récap, du coup, on a des outils qui répondent à cette verticale de la synthèse de réunion. Il y en a à l'appel, ça va être des Nuta, des Fireflies, des Lexi, des Red AI. Chez nous, ça va être illustré par du coup la solution, le module récap. Donc, maintenant que l'on a dit ça, c'est vrai que c'est une sorte de boîte à outils. Il faut le voir comme ça. C'est une marketplace avec des modules qui répondent à des cas d'usage. C'est vraiment, vous allez pouvoir également choisir les modules en fonction de vos besoins. Nous, aujourd'hui, quelque part, le Delos standard, je dirais, ce sont les modules que je vous présente. Je rencontre des entreprises avec un niveau de maturité souvent très différent. On n'a pas forcément besoin de tous les modules et tous les modules ne parlent pas forcément à toutes les équipes. Il est tout à fait possible aujourd'hui, si vous me dites vous êtes intéressé par le chatbot sécurisé et la synthèse de réunion, de partir seulement sur assistant et récap. Donc, c'est vraiment très modulaire et également, on peut attribuer des modules en fonction des équipes. Peut-être que les ressources humaines auront un module que les comptables n'auront pas. C'est tout à fait possible d'administrer du coup tous ces modules. Une fois qu'on a dit ça, le fait d'avoir tout sur la même plateforme permet d'avoir une interconnexion vraiment de ces modules. C'est-à-dire, imaginez d'avoir votre chat GPT connecté avec votre outil de synthèse de réunion. Vous allez pouvoir demander quelles sont les conclusions de l'appel que j'ai eu avec un tel la semaine dernière. Eh bien, c'est possible parce que c'est interconnecté avec mon outil de synthèse de réunion. Pareil pour la génération d'emails. Je vais pouvoir générer un email basé sur la synthèse de réunion ou le transcript qui vient d'avoir eu lieu, ou pareil sur un document. Parce que l'IA générative, c'est un superbe outil, mais qui est bien plus performant et bien plus pertinent quand il a le bon contexte. Et là, en fait, il est en permanence alimenté sur la plateforme. Quelques derniers points de positionnement pour que vous puissiez bien nous positionner. C'est également une plateforme collaborative. C'est vraiment fait pour les entreprises, bien qu'on ait aussi un segment B2C. On est quand même une approche B2B avec un système d'équipe. Vous allez pouvoir, il y a un panel d'administration, vous allez pouvoir créer des équipes, partager également des éléments, vous allez pouvoir partager des prompts, partager justement des chartes graphiques, partager des newsletters, des documents, des synthèses de réunions. Donc, il y a vraiment une notion de collaboration sur la plateforme. Et mon dernier point va être que tout se personnalise. C'est vraiment une plateforme sur étagère fait pour tout le monde, mais il y a tout un niveau de paramétrage et de personnalisation qui fait qu'on peut vraiment venir se l'approprier en fonction de ses besoins. Voilà, c'est vrai qu'on travaille aujourd'hui avec des entreprises de tout secteur qui n'ont pas du tout les mêmes usages avec la plateforme. En fait, on considère que ça va être 5% des collaborateurs qu'on appelle un peu communément les power users, les champions d'IA, les ambassadeurs IA justement, qui vont prendre en main tous ces niveaux de personnalisation et de paramétrage pour pouvoir le mettre à disposition des autres par cette notion de collaboration, par exemple. Par là, je pourrais vous illustrer sur, par exemple, la relecture de contrats. Imaginez, peut-être, il y a une personne assez agile sur l'IA générative qui va paramétrer l'agent pour lui dire, voilà, sur un contrat fournisseur, ce sont les éléments où il faut faire attention à ces éléments-là, voilà ce qu'il faut regarder, etc. Pouvoir le paramétrer.
Lorsque peut-être un nouvel arrivant au sein de l'entreprise arrive pour relire un contrat, va pouvoir bénéficier du coup de cet agent qui a été mis en place du coup par la référence, le référent IA de son équipe, qui plus est peut-être est plus senior et va pouvoir bénéficier de sa connaissance assez facilement. Et peut-être pour partie un peu plus techno, pour la partie un peu plus techno, nous sommes multimodèles également. C'est vrai que l'IA générative, c'est un marché qui est encore assez jeune, qui se consolide également. Nous, on est vraiment sur une couche, on se positionne au-dessus des modèles de langage. On considère que tous les modèles, les moteurs que l'on connaît, les LLM, les moteurs que l'on connaît, donc les modèles d'OpenAI, les modèles d'Anthropic, les modèles de Mistral, sont un peu les moteurs. Nous sommes l'habitacle. Et du coup, nous sommes complètement d'ailleurs agnostiques à ces modèles de langage. Donc, on considère que ce n'est pas forcément à l'utilisateur final de savoir est-ce qu'il doit utiliser un modèle de Anthropic, de Mistral ou de OpenAI pour telle ou telle requête. Ici, nous, on se considère vraiment avec un rôle d'orchestrateur où on vient sélectionner le meilleur modèle en fonction de votre requête. Donc, nous sommes déjà totalement agnostiques. Il nous faut entre question d'arbitrage de temps, de faisabilité, de pouvoir le déployer de manière sécurisée en France, parce qu'également tous ces modèles sont bien déployés en France et la base de données est également à Paris d'ailleurs. Donc, pour ces questions d'arbitrage, ça nous prend entre 2 à 3 semaines pour pouvoir brancher un modèle et le mettre à disposition des utilisateurs. Aujourd'hui, les modèles, nous sommes donc Maestro, c'est par défaut, en fait, c'est le meilleur modèle qui est sélectionné en fonction de votre requête. Si jamais vous voulez sélectionner un modèle manuellement, il est tout à fait possible. D'ailleurs, vous pouvez voir le modèle Claude 4.6 de Sonnet, d'Anthropic très, très récent, qui est déjà disponible sur la plateforme. Voilà, donc nous sommes complètement multimodèles et on vient sélectionner le meilleur modèle en fonction de critères de coût, de performance et de rapidité. Par là, j'entends que nous n'allons pas faire tourner un GPT, justement un Claude 4.6, qui est un modèle très puissant, pour une simple traduction ou une simple reformulation. On vient utiliser le modèle adéquat et aligné avec votre requête. Ce qui nous permet d'avoir une démarche finalement assez frugale, je dirais, avec ces modèles. Et je terminerai sur une dernière approche qui est justement... Vous voyez ici, ce sont des briques un peu liées à la bureautique. 2025 a un petit peu sonné. On a fini les briques liées à la bureautique, de la synthèse de réunion, au traitement documentaire, au chatbot sécurisé. En 2026, on a une approche maintenant beaucoup plus métier. C'est ce que le marché attend également. Et je me permets de changer d'espace, de vous montrer mon espace Delos, qui justement a plus de modules, où on va avoir des modules, par exemple, comme Studio, qui va être plutôt dédié au marketing et à la communication. Ça va être pour pouvoir générer des visuels. On va pouvoir générer des visuels, éditer des visuels. Tout ça, pareil, en l'alimentant avec une banque visuelle de toutes vos images, par exemple. On va avoir une application table qui va être dédiée au traitement des Excel, code. Et vous tenez bien que toutes ces applications ne sont pas forcément pour toute l'organisation. C'est vraiment, comme je le disais, une marketplace où on vient récupérer les modules. Il y a un peu le Delos standard, je dirais. Et ensuite, vous pouvez venir récupérer des modules en fonction de vos besoins. Pour vous montrer peut-être un petit exemple, ici c'est vraiment le chat GPT, enfin le chatbot, l'interface que l'on connaît, pour vous montrer un peu cette interconnexion, qu'on sort un petit peu de ce chatbot générique, mais on est vraiment sur l'assistant du quotidien. Je vais pouvoir lui demander, par exemple, quelles sont mes tâches aujourd'hui. Le fait d'avoir tout sur la même plateforme permet d'avoir cette interconnexion, du coup, cette interconnexion des modules. Salut Anne-Lise, voilà mon planning aujourd'hui, 9h30, 10h30, lancement du cycle webinaire, on le voit bien, je suis ici avec vous, etc. Fais attention, tu as 2 chevauchements, j'ai un événement ce soir d'ailleurs, Women in Tech, plus de contexte sur l'événement Women in Tech de ce soir. Il peut aller chercher dans mes emails, il peut aller chercher sur Internet pour pouvoir me donner du coup... cette réponse. Donc, voilà un peu pour vous montrer l'illustration. Je ne sais pas en termes de peut-être que je suis allée un peu trop loin, mais voilà. Je suis... Non, mais ça va parce que tu as répondu aussi à des questions au fur et à mesure, donc très bien. Je les mais allez-y, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Moi, j'avais aussi, peut-être avant de prendre les questions, je sais que vous avez lancé Alma aussi il n'y a pas longtemps.
Je ne sais pas si tu veux en parler rapidement ou si… Oui. Alors, on a en effet un système de commande vocale. Alors, on a le système de commande vocale qui est une sorte un peu de dictaphone, comme on peut le voir d'ailleurs aujourd'hui sur GPT ou autre. Là où on a poussé les choses un peu plus loin, c'est qu'on est vraiment sur un système de voice to computer. Par là, j'entends, c'est que vous allez pouvoir faire des actions directement sur la plateforme en disant… si je lui dis, il ne faut pas lui demander d'aller dans mes mails, on ne va pas lui demander les tâches, on va directement lui donner la finalité. Le système va savoir les actions qu'il doit faire au sein de la plateforme. Donc, c'est vraiment un système de voice to computer. Aujourd'hui, cette notion de le vocal, le dictaphone est disponible pour toutes les entreprises. Le système d'Alma est encore, on l'attribue un petit peu à la demande de certaines entreprises pour des questions tout simples de coût. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est encore très consommateur. Oui, avec un enjeu aussi accès à l'IA pour tous, parce que pour les personnes qui ne peuvent pas taper ou autre, c'est un moyen aussi d'avoir accès à l'IA. Comme pour Payfit, il y a des questions sur l'hébergement des données, où est-ce qu'elles sont hébergées, comment elles sont traitées et quelle dépendance vous avez vis-à-vis des clouds ou modèles externes. Tout à fait. Oui, non, mais très bonne question. C'est vrai que la souveraineté aujourd'hui, ça peut être un terme qui peut être presque un peu galvaudé, on l'entend, mais qu'est-ce que ça veut? Quelle est cette vraie définition de la souveraineté? Nous, on est très transparent là-dessus. Alors, les modèles aujourd'hui, nous, ils sont déployés sur Azure en France pour des raisons évidentes qu'en fait, il y a un partenariat entre aujourd'hui OpenAI et Azure, ce qui fait que les modèles ne peuvent pas être déployés en dehors que des instances Azure. Donc, ça reste Azure France. Donc, les modèles sont bien en France. Par contre, la base de données, il n'y a aucune… les données ne sortent pas du territoire et ne sont pas… les données qui sont sur la plateforme ne servent pas à réentraîner les modèles d'IA. Il y a un cloisonnement total entre les deux. Et notre hébergeur de données, c'est Scaleway, donc un acteur du groupe Free, du groupe Iliad. D'ailleurs, et les hébergements sont entre Vitry et Saint-Ouen. Donc, on reste quand même assez local. Et pour d'ailleurs, assez intéressant, pour des raisons évidentes, pour d'ailleurs adresser certains secteurs qui sont très sensibles à l'hébergement, à l'architecture, notamment le secteur de la défense avec lequel nous travaillons, également le secteur public. Nous avons une autre architecture qu'on appelle Sigma, où ce sont des modèles essentiellement open source, donc des modèles de Mistral, des modèles de GPT-OSS, mais des modèles open source, donc complètement coupés du pays d'origine et qui, eux, peuvent être déployés partout. Et ils sont déployés du coup 100% sur Scaleway. Donc aujourd'hui, on a deux architectures. Disons, le Delos standard, c'est avec modèle Azure, base de données Scaleway. Et pour répondre à des exigences de sécurité assez haut, c'est 100% Scaleway avec des modèles open source. Merci Annelise. Est-ce que vous vous interfacez aussi avec Microsoft, Google, etc. Et j'en profite pour poser une deuxième question aussi qui est dans le chat. Est-ce que c'est possible de s'interconnecter avec d'autres outils hors module? Je vais répondre un peu à ces deux questions. Aujourd'hui, sur le Delos que je vous ai présenté, les modules qui nécessitent une connexion avec votre suite bureautique, ça va être mail, forcément. Vous vous connectez à vos mails directement et vous allez avoir ça va être une réplique de votre boîte mail ici. Récap également pour la synthèse de réunion et calendrier. Il y a également d'autres connexions qui sont possibles via des MCP. Aujourd'hui, nous avons des MCP qui sont vraiment sur étagère. Donc, vous avez seulement à les récupérer. Vous avez également la possibilité de personnaliser vos connecteurs avec des intégrateurs API. Vous pouvez tout simplement vous brancher à un outil, mettre une clé d'API et de pouvoir attribuer ce connecteur d'ailleurs à seulement une équipe. Donc oui, nous sommes ouverts au MCP et clé d'API. Merci. Comment est-ce que vous gérez la complexité d'une application qui regroupe différents outils? Est-ce que votre outil est capable de créer et nourrir une knowledge base à partir d'outputs de vos outils? Alors, ça va plutôt être dans l'autre sens, je dirais, plutôt qu'on va venir récupérer en fait des informations pour pouvoir en fait gérer cette knowledge base, en tout cas de pouvoir la questionner directement depuis Delos. Il est vrai il y a beaucoup de modules, donc souvent la première approche, c'est de devoir
comprendre les besoins, les besoins des utilisateurs pour pouvoir déjà un peu plus rétrécir, cibler le débat, hein, parce que vous doutez bien que lorsque je parle le module pour la communication des maisons de luxe avec le module TRA des studios, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux que je vais avoir pour des PME où c'est un enjeu de traitement documentaire et de recherche Internet. Donc, c'est vrai qu'au début, on peut faire énormément de choses, hein. La plateforme, elle est très vaste. Il y a beaucoup de modules. Et moi, j'aime bien un peu le terme pick and choose, dans le sens où, en fonction de vos besoins, on cible le débat et on n'est pas obligé de partir sur tous ces modules, et on centre assez rapidement la discussion. Super, tu as parlé aussi tout à l'heure d'IA Frugal. Je vois qu'il y a Perry qui demande si vous êtes transparent sur l'impact conso-énergie, émissions CO2 des usages de Delos. Et par exemple, pour une TPE de 5 salariés, est-ce que, en gros, c'est plus éco-responsable d'utiliser Delos qu'une solution comme Copilot? Tout à fait, on est totalement transparent. On a d'ailleurs, pour répondre d'ailleurs à beaucoup d'appels d'offres, on a dû faire des calculs assez précis là-dessus avec un outil qui s'appelle Green Algorithm, pour ceux qui connaissent. On doit rentrer les GPU utilisés. Voilà, c'est quand même assez précis. Et aujourd'hui, voilà, on a quand même pas mal de métriques à communiquer là-dessus. Donc en effet, par l'orchestration des modèles, on est en effet bien moins consommateur que d'autres outils. Bien, je vois qu'il y en a beaucoup de questions, on ne va pas pouvoir toutes les adresser, mais j'essaie de faire une petite sélection. N'hésite pas aussi à piocher directement Alice dans le chat. Si vous deviez définir l'offre, le positionnement de Delos aujourd'hui, diriez-vous que vous construisez un AI augmented Google Workspace à vocation souveraine? Si on devient un peu une suite bureautique, c'est ça un peu la question. Ouais, en gros, une solution bureautique souveraine qui remplacerait Google Workspace. Alors aujourd'hui, nous, on est vraiment essentiellement sur l'extension IA des suites bureautiques. Il n'est pas avec justement le discours de souveraineté également sur la souveraineté numérique aujourd'hui. C'est une direction forcément à laquelle on réfléchit. Aujourd'hui, ce n'est pas encore notre positionnement, mais par la rapidité quand même de toutes ces solutions, de toute la technologie aujourd'hui, il est possible que voilà, on prenne ce tournant peut-être dans quelques, avec la roadmap se redéfinisse. Trop bien, merci beaucoup Anne-Lise. Je vois qu'il y a encore quelques questions, on ne va pas pouvoir tout prendre comme je l'ai dit. En tout cas, on pourra vous partager éventuellement des contacts après le webinaire pour que vous puissiez continuer à échanger avec Payfit et Delos. Merci beaucoup en tout cas Sylvain qui est déjà parti, je pense, et Anne-Lise pour vos interventions. Peut-être Olésia, si tu veux faire un petit mot pour clore le webinaire. Oui, bien sûr. Donc, merci beaucoup effectivement aux intervenants, Anne-Lise, Sylvain. Je crois que cette première édition, ça s'est très, très bien passé. En tout cas, il y a eu beaucoup de questions assez approfondies sur ce sujet. Donc oui, comme dit Clara, on va partager l'enregistrement, on va partager les liens vers les solutions, enfin les pages web des solutions présentées, ainsi que toutes les autres informations que les intervenants vont vouloir partager également. N'hésitez pas effectivement à revenir vers nous pour dire si ça vous a plu, ça vous a pas plu, s'il y a des suggestions d'amélioration. En tout cas, on va essayer de ajuster le format au fur et à mesure s'il y en a besoin. Et encore une fois, merci beaucoup à tout le monde, à tous les ambassadeurs, ambassadrices ici présentes, intervenants, à l'équipe Mission French Tech. Et on vous rencontrera pendant la prochaine édition. Merci beaucoup. Et vraiment, je complète, n'hésitez pas à nous faire vos retours pour des marges d'amélioration continue. Et encore une fois, c'était une première, mais on sera ravis de continuer à organiser ça pour vous et avec vous. Super, merci beaucoup.